de votre contribution. On va maintenant passer aux questions du public. Merci, bravo. Quelques questions dans le public et je pense qu'on a un public choisi. On a Emmanuel Cos qui est parmi nous. Et, on peut peut-être réagir à quelques-uns Madame, pourriez-vous réagir? Parce que je pense que là, il y a eu quelques petits sujets qui vous concernent directement. Alors moi, je n'ai pas des questions. En effet, je voulais réagir sur plusieurs choses. La première, c'est sur les objectifs chiffrés. Parce que beaucoup nous accusent de ne pas les tenir. Mais au moins, avoir des objectifs chiffrés, ça permet de débattre et de voir où on en est. Moi, j'ai été en charge du logement à la région Île-de-France. Pendant 6 ans, j'ai entendu que c'était débile d'avoir un objectif de 70 000 logements. Enfin, je dis les choses sincèrement. Si on ne l'avait pas, on n'aurait pas aujourd'hui les résultats qu'on a. Et c'est les objectifs... Ah, tu veux que je me mette debout? Pardon. Les objectifs chiffrés, me semble-t-il, ils permettent aussi de donner une dynamique et de dire c'est là vers quoi on va. Donc oui, peut-être que le jour où on les atteindra, les 500 000. On est déjà à 400 000. Je suis désolée, il y a 2 ans, on en était bien loin. Et là-dessus, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Et déjà, si on avait 4 années de suite, 400 000 logements qui sortent de terre, on serait dans une autre situation, celle d'aujourd'hui. Et ça vaut le coup aussi pour la rénovation. Vous avez tout dit que ça ne marchait pas. Sauf que je suis désolée, la rénovation, les chiffres sur la rénovation commencent à donner corps. Évidemment, ce n'est pas moi ce que je voudrais, et j'en parle ici devant Didier Ridoré, parce qu'on s'est vus tous les deux qu'on avait d'autres fonctions, et on était tous les deux pour un plan national d'ambition à 1 million de logements rénovés par an. C'est des moyens, et c'est aussi un changement d'état d'esprit. Je le dis franchement. Et moi, j'oublie pas de dire à des gens qui sont propriétaires que rénover leur logement, c'est aussi leur donner à terme une augmentation du prix de leur logement et donc une amélioration de leur logement. Mais pour ça, il faut aussi se dire que ça vaut le coup d'investir pour soi et pour les autres dans les années qui viennent. Il y a évidemment le coût de l'énergie, il y a aussi un problème de confiance avec les professionnels. Et là-dessus, il faut le redire, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, investir 10 000, 20 000, 40 000 euros dans le logement pour le rénover sans avoir confiance avec le professionnel qui va faire les travaux, eh ben on n'y va pas. D'où le fait qu'il y a eu ce travail de labellisation avec le label RGE et le fait d'encadrer ça, en effet, par les textes de loi. Mais on doit être capable de le faire, ça se fait dans d'autres pays européens. Et après aussi, pour aller dans le sens d'Alexandra, si les banques nous tenaient vraiment une vraie politique de soutien sur la question du logement, notamment en matière de rénovation, on aurait les mêmes dispositifs qu'on a aux Pays-Bas, où on a objectivement de l'argent privé sur la table pour faire ces rénovations et donc pour engager cela. Et la dernière chose que je voudrais dire, je m'en voudrais de ne pas le dire, c'est que si on est un peu bloqué, même si on avance beaucoup, c'est aussi, je trouve, parce que malheureusement, dans notre pays, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça ne bouge pas. Et que le mal logement et le logement cher, ça sert aussi des intérêts. Et c'est ça notre grande difficulté. C'est ça notre grande difficulté, et je le dis ici en tant que ministre du Logement. Les marchands de sommeil, et j'en vois malheureusement trop souvent, il y a de l'habitat indigne parce qu'il y a des gens derrière qui en tirent un profit et qui le tirent évidemment sur le dos des plus fragiles ou simplement des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. La spéculation immobilière, elle fait beaucoup de malheureux, mais elle fait aussi des heureux. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup au terme de régulation et aussi au fait de dire qu'il faut battre les intérêts de ceux qui aimeraient que la situation ne bouge pas. Parce que c'est notamment eux qui ont tenu pendant trop longtemps ces Madame la ministre, permettez-moi sur ce point, juste très précis d'intervenir. On a un problème dans notre pays, c'est qu'en fait, on n'a que 50% d'intermédiation par des professionnels. Que ce soit dans les actes de location, de vente, de gestion immobilière. 50%. À 99%, ces gens-là font correctement leur métier, parce qu'ils ont leur responsabilité professionnelle qui est en jeu. Et les marchands de sommeil, ce sont en général des personnes qui sont totalement hors la vue de tout le monde, qui font ça entre eux et qui profitent effectivement de cette faiblesse. Les contrôles de la DGCCRF, ils vont vers les cabinets les plus connus, les grosses enseignes, etc. Les particuliers ne sont jamais contrôlés. Et je peux vous dire que l'encadrement des loyers à Paris, puisque je suis administrateur de biens parisien, moi je vérifie tous les baux de mes gestionnaires, que tout soit rubis sur l'ongle. Eh ben, je peux vous dire que moi, j'ai des clients aussi qui sont partis parce qu'ils m'ont dit Monsieur Tanet, c'est bien, vous appliquez la loi, mais moi, ça m'embête, je reprends mon dossier et je vais faire mon petit bail de mon côté. Voilà. Donc, à un moment, il faudra peut-être effectivement rendre le professionnel peut-être plus obligatoire. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Enfin, une question pour le coup. Il y a monsieur des associations de locataires. Alors, voyons, pardon. Ça, je sens que c'est pour moi. Je te tiens la canne. Les locataires sont dans l'emploi. Allez, vas-y.
Bonjour. Donc, je suis Roger Kubler de la Fédération des locataires et des consommateurs. J'habite dans le patrimoine de l'Office 64 de l'habitat. Et j'ai préparé une petite question que j'avais destinée à Madame la ministre du Logement, qui concerne notamment ce qu'on appelle les fonds propres dans les offices HLM. Ça concerne Monsieur Dumont aussi. Qui sont en fait, c'est l'argent des locataires. Ah bon. Alors pourquoi je parle des fonds propres? C'est que pour financer les logements, quand j'ai commencé à être locataire dans le patrimoine et notamment administrateur de l'Office 64 en 2002, on commençait à puiser, payer la construction neuve avec 5% des fonds propres. Actuellement, nous sommes à 20%, et même plus pour certains programmes. C'est-à-dire que sur 100 logements locatifs neufs, il y en a 20 qui sont payés cash. Et la trésorerie, bien sûr, souffre. Ça a comme conséquence que quand on va réparer des immeubles anciens dont a parlé le président Dumont, donc il faut de l'argent. L'argent, on le retrouve où? On refait un emprunt, d'accord? Et sur des logements qui ont été payés depuis longtemps, donc les locataires subissent une augmentation de loyer qui n'aurait pas de raison d'être. Bon. D'autre part, donc, pour régénérer les fonds propres de l'office, on a aussi trouvé autre chose, c'est-à-dire que les offices publics où la vocation était la location, d'abord faire aussi maintenant de la vente, de l'accession des logements sociaux. Sur ces logements sociaux, donc on commercialise, on fait des publicités comme les promoteurs privés, et à la fin du compte, bien sûr, il faut qu'il y ait une marge commerciale. Cette marge commerciale aussi sert à régénérer les fonds propres. Donc, moi, la question que je pose, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut appliquer lors du prochain quinquennat? Je vous remercie. Okay. Qui souhaite répondre? Peut-être d'abord Emmanuel Cos, qui a été... Peut-être pas vous, Monsieur non. Dumont. Donc Jean-Louis Dumont. Non, mais il était bon qu'un locataire s'exprime pour rappeler que les fonds propres des HLM sont issus des loyers, de la quittance de loyer, oui, qui est autre chose de subvention, oui, que la quittance des charges. Et l'ensemble, ça donne des mensualités parfois difficiles. C'est pour ça que tout à l'heure, sur les rénovations, j'insiste beaucoup sur la qualité de l'opération. Est-ce que le locataire qui se trouvera mieux dans son logement sera gagnant au moment où les charges arrivent? Si on fait une isolation, c'est pour au minimum gagner quand même quelques euros. Bon, si ce n'est pas pour en gagner, je ne vois pas l'intérêt. Et si l'immeuble est une vraie passoire, il vaut mieux la laisser intacte, dans 5 ans ou 10 ans, le démolir. C'est vrai que les immeubles qui sont amortis rapportent un peu plus d'argent. Hein. On les amortit en 25, 30 ans, des fois plus, puisque ce sont les remboursements de la construction qui coûtent le plus cher. Je rappelle aussi que les locataires, à travers ces fonds propres, enfin, ces contributions mensuelles, alimentent seuls la caisse de garantie du logement locatif social, sur laquelle des non-cotisants viennent prendre des fonds. J'attache beaucoup d'importance à ce que l'on revoie les protocoles actuels. J'ai parlé de la mutualisation, j'aurais pu parler du FNAP. On m'en a voulu au sein du mouvement HLM, un peu. Mais c'est normal, le président, il est là aussi pour faire rappeler à l'ordre. Je ne me suis pas opposé au FNAP. J'avais simplement indiqué que le Fonds national des aides à la pierre ne pouvait être accepté
été et ne pouvait bien fonctionner que si l'État continuait à une contribution des aides à la pierre significative. D'autant plus qu'actuellement, les aides à la pierre actuelles ne servent pas pour certains logements locatifs, mais servent pour des PLAI en particulier, donc pour amoindrir le coût à amortir, pour que le loyer soit le plus bas possible, et ils le sont encore trop. Le logement accompagné, voulu par le mouvement HLM, initié, managé par Marie-Noëlle Lienemann, c'est une façon, cher Jean-Luc, de souligner qu'elle est souvent présente ici, chaque année. Et donc, la mutualisation des fonds, c'est la solidarité, non seulement générationnelle, mais c'est la solidarité horizontale de l'ensemble des locataires. Et que cette gestion-là, elle doit se faire non seulement avec responsabilité, mais elle doit se faire aussi en transparence. Et ça n'est pas parce que dans un immeuble du côté de Bercy, on fait que des additions pour dire ils sont riches. J'en parle avec le sourire parce qu'il se trouve que le ministre du Budget, qui doit beaucoup travailler en ce moment, hein, mais quand je le rencontre, c'est mon voisin de circonscription. Comme était voisin de circonscription un ancien ministre du logement venant de la Marne. Donc on a des rapports, l'un était de droite, l'autre est de gauche. Les rapports que l'on peut avoir sont des rapports simples, souvent amicaux. On peut donc se dire les choses. Mais je conçois qu'effectivement de l'argent dans une institution qui peut apparaître comme dormant, et vu les montants comme très très dodus, il y a un anachronisme. Or, cet argent, ces fonds propres, sont activés non seulement pour la construction, pour la réhabilitation, pour les services rendus aux locataires. Je rappelle que le premier programme de renouvellement urbain voulu par Jean-Louis Borloo, on a parlé de beaucoup de contributeurs, y compris des collectivités, lorsqu'elles avaient encore un peu d'argent et d'appétence pour le logement, et les communes pour les routes, etc. Enfin, toute opération immobilière de construction, de démolition, de réhabilitation, sont les organismes HLM qui ont contribué. C'est pourquoi on n'a pas le droit d'assécher ces fonds propres, qu'on soit exigeante, enfin, que la ministre du logement soit exigeante, hein, pour que la mobilisation se fasse le mieux possible pour donner du souffle à une vraie politique du logement dans un patrimoine qui est quand même différencié pour chaque fédération. Tout à l'heure, il y a deux vice-présidents qui étaient présents, de la Fédération des offices et de la Fédération des ESH. Donc, je suis obligé d'être un peu prudent. Je ne suis que le président du mouvement. Hein. Je n'ai pas d'autorité sur chaque... Oui, Jean-Louis Dumont, merci en tout cas pour cette réponse, qui n'a pas tout à fait une réponse, puisque c'est une question à deux têtes. Hein. Voilà. Un magnifique numéro, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Deux questions. Il y en a une ici. Bonjour. Peyo Etcheverry-Enchart, conseiller municipal à Saint-Jean-de-Luz et membre du mouvement Euskal Abai. Une question plutôt destinée à Madame le Ministre. C'est pas que les gens de la table ne m'intéressent pas, mais elle concerne moins la construction que les compléments à la construction. Tout le fil rouge de la discussion a été de rappeler le paradigme qui sert de fondement à la politique de logement depuis plusieurs années en France, à savoir on manque de logement, donc il faut en produire davantage. On a parlé du chiffre de 500 000. Et vous avez rappelé, Madame la Ministre, qu'il fallait prendre en considération la diversité des territoires et notamment la spécificité que posent les territoires touristiques, notamment à marché tendu. Or, on en fait partie ici. Alors, pour vous donner un éclaircissement sur la question que je vais poser, je vais prendre l'exemple bien concret de la ville où je réside, Saint-Jean-de-Luz. C'est une ville de 14 000 habitants à peu près, dans laquelle on a également 14 000 logements, tout type confondus. Donc on pourrait être fondé à dire qu'il ne manque pas de logements. On en a même beaucoup trop pour la population qui existe. Alors évidemment, vous me voyez venir. Comme c'est une zone touristique, comme on a plus de la moitié de ces logements qui sont soit des résidences secondaires, soit des locations saisonnières, évidemment, ça crée un manque au regard
du logement principal. Donc, on a, depuis l'an dernier, une mesure d'augmentation de 20% de la taxe d'habitation qui est destinée à rééquilibrer un petit peu cette situation, mais non seulement elle est complètement indolore pour les propriétaires de résidences secondaires, donc du coup ça ne change rien de la situation, mais en plus cette nouvelle manne financière est plutôt utilisée par les maires pour rééquilibrer leur budget général, ponctionné d'une part de DGF, que pour être réinvesti dans le logement social ou dans la préemption foncière. Donc il faut imaginer autre chose. Alors une part de résidence secondaire raisonnable dans une station balnéaire est tout à fait légitime, mais à un tel niveau, à une telle proportion, Madame la Ministre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait fondé à penser qu'on pourrait imaginer non pas 20% de taxation supplémentaire, mais une véritable contribution plus généreuse offerte aux propriétaires de ces résidences secondaires pour contribuer au rééquilibrage logement principal, résidence secondaire. Les effets seraient soit, dans le meilleur des cas, une libération de l'offre en résidence principale, puisque ces logements seraient peut-être mis en vente, soit au moins une manne financière vraiment conséquente pour faire de la préemption foncière ou participer à la production de logements sociaux. Et corollaire écologique à cette mesure, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, quand on produit du logement, en tout cas dans... Je vous rappelle que votre question doit être brève aussi. Je finis justement avec ça, ne vous inquiétez pas. On produit aujourd'hui du logement essentiellement sur le mode de l'ouverture à l'urbanisation et pas sur le renouvellement urbain. Donc c'est consommateur de foncier qui manquera bien sûr sur l'activité agricole, les coupures vertes, l'activité économique. Donc avec une telle proportion à côté de logements vides 10 mois sur 12, on peut se dire que c'est véritablement un enjeu stratégique dans les zones à foncier tendu touristiques. Alors, la première chose, parce que vous parlez d'un territoire qui a plusieurs difficultés, mais déjà ce territoire, s'il respectait la loi SRU, ça irait mieux. Oui. On va commencer par là, très clairement. Je le dis parce que j'étais là au mois de juin pour signer avec une commune dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Je vous remercie, à Mouguer, un contrat de mixité sociale où justement la commune s'engage dans des programmes de construction pour augmenter le nombre de logements sociaux. Mais il y a beaucoup de communes encore qui sont loin d'aller dans la trajectoire pour 2025. Et on peut d'ailleurs faire, je le rappelle, du logement social en faisant de l'acquisition-amélioration. On n'est pas obligé de consommer du foncier. Je veux dire, nos questions de réhabilitation de centres anciens et tout ça, on fait aussi du logement social là-dedans. Ça, c'est la première chose. La seconde que vous posez, je ne répondrai pas totalement franchement, mais je veux dire par là, parce que là, j'interviens en tant que ministre, mais le débat que vous posez, c'est est-ce qu'on fait la taxation différente sur les résidences secondaires ? J'ai écrit un programme pour 2012 où, avec mon acolyte là, qui est là-bas à l'époque, où je crois que nous avons beaucoup réfléchi à ces questions-là et que nous y étions très favorables, mais pas que pour les territoires tendus. C'est-à-dire qu'à un moment, si on estime qu'il faut répondre à ces questions de loger tout le monde, et de ne pas le faire comme je l'entends par exemple dans le territoire corse au nom de l'appartenance à l'île par exemple, parce que il faut travailler sur résidence principale, résidence secondaire, et dans ce cas-là, est-ce qu'on met en place par exemple une taxation sur les résidences secondaires ? Qu'est-ce qu'on fait plus généralement ? J'ouvre le débat, je n'ai pas dit, je l'ouvre là. Autre sujet important dans le secteur dont vous parlez, et pas qu'à Paris, la question, y compris de tout ce qui est les logements qui disparaissent du marché locatif parce qu'ils passent à la location par les plateformes Internet, à la location touristique. Là-dessus, moi je suis, et notamment Airbnb, mais pas que. Et aujourd'hui, on a de la régulation, notamment après le travail qu'on a fait sur Paris, mais on ne va pas se raconter d'histoire. Ce besoin de régulation, il est dans toutes les zones extrêmement touristiques. Et je dissocie celles et ceux qui vont louer quelques semaines leurs biens à celles et ceux qui enlèvent leurs biens du marché locatif régulier pour le mettre dans, du marché locatif touristique. La loi numérique va commencer à proposer des choses, mais on s'est concentré sur les très grandes villes et la question est de savoir, est-ce qu'on donne législativement à l'ensemble des communes demain des dispositions, comme ça a été le cas sur la taxation sur les logements vacants. Il faudrait quand même se rappeler de l'histoire sur la taxation des logements vacants. Au départ, c'était une possibilité qui était donnée à quelques villes, et aujourd'hui, les villes ont le choix ou pas de mettre en œuvre cette taxation, et elle est très utile pour remettre les logements sur le marché locatif. Très bien. Il y avait une autre question. Il y a encore trois interventions. Attendez, parce qu'il faut vraiment qu'on gère le temps. Exactement. Comme je disais tout à l'heure. Donc là, il y a deux questions au fond. Et on a une réaction de Stéphane Peu. Une question.
Il faut 2 questions courtes. Bon, il y a 2 questions courtes, au fond, vraiment courtes, hein, s'il vous plaît, parce que vous prenez du temps sur les plans. Et une question avec un élu très court. Alors, on va rester sur la réaction à Madame Cos. Alors, c'est Stéphane Peu qui... Vous avez les 2 questions. Madame le ministre, je suis le maire de la ville dont on vient de parler, et je voudrais juste vous préciser que nous avons 18,5 en termes de loi SRU à Saint-Jean-de-Luz, et que je trouve cela tout à fait honorable. Voilà, je vous remercie. C'était bref. Moi, je fais 55. Bravo, merci. Merci. Alors, les 2 questions, très bien, les 2 questions au fond. Les 2 autres questions au fond, rapidement. Courte. Ah, attention. Oui. Monsieur, vous avez la parole, mais je vous demande d'être très bref. Oui, je vous ai vu l'année dernière, je sais que vous êtes un petit peu disert, un petit peu bavard, donc soyez bref. Mais vous faites perdre du temps, là. Voilà, alors je suis Jean-Pierre Labreuil, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme, et le droit au logement, ça fait partie des droits de l'homme. Je crois que c'est une question fondamentale. Alors je voulais dire à Madame le ministre que je suis complètement d'accord avec elle quand elle soulève le problème des prix du logement, et quand elle soulève la question que si certains sont victimes des prix au logement, c'est que certains ont peut-être aussi intérêt à ce qu'il y ait un certain nombre de prix de logement qui soient élevés. Alors, dans cette situation-là, et j'en arrive à la question que je souhaite lui poser, dans cette situation-là, je n'ose espérer qu'un ministre, quel qu'elle soit, gagne tout seul la bataille des intérêts et la bataille du prix du logement. Et il me semble qu'il y a là une question majeure qui devrait justifier beaucoup plus largement l'intervention du mouvement social, des associations au sens large, des syndicats, des associations comme la Ligue des droits de l'homme, etc., etc. Donc ma question est comment Madame le ministre souhaite encourager cette implication du mouvement social dans sa diversité sur cette question du logement, plus particulièrement sur la question des prix au logement. Alors, un exemple très concret. Nous avons demandé en tant que Ligue des droits de l'homme à faire partie du nouveau CRHH de la région Aquitaine. Monsieur le préfet n'a pas répondu favorablement à notre demande. Je trouve que c'est dommage par rapport à la question du droit au logement. Il y a les CIL qui vont être créés. Est-ce que, Madame le ministre, vous pouvez faire quelque chose d'efficace sur cette question? En fait, c'est une requête. Pour que le mouvement social vous appuie sur ce point-là. Merci. Donc à la requête de monsieur, qui n'est pas une question. D'une part, je partage votre point de vue que de toute façon, sur la question du logement, celle ou celui qui vous dira qu'il va gagner tout seul cette bataille, il se trompe. Et je crois que ce qu'on fait tous les jours actuellement le montre bien. Après, il y a plusieurs choses. Déjà, en matière de logement, je pense qu'une de nos grandes difficultés, c'est qu'il n'y a pas de mouvement social sur le logement. Il n'y a pas de mouvement social sur le logement. Il y a un mouvement des mal logés qui existe, mais il n'y a pas de mouvement social sur le logement. Il n'y a pas de mouvement social des locataires. Il n'y a pas vraiment non plus de mouvement social des propriétaires. Enfin, il faut le dire aussi et ça explique aussi parfois pourquoi ce mouvement, ce qui est porté dans nos débats est si difficile à aller dans la sphère publique. Ensuite, moi, je ne vais pas rentrer dans les histoires de représentation de la société civile dans les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement. Vous n'avez peut-être pas été retenu, mais il y a eu, je le pense, d'autres structures, puisqu'il y a un collège société civile dans tous les CR2H. Mais au-delà de ça, il y a eu des états généraux du logement à plusieurs reprises, à l'initiative d'acteurs du logement, et certainement qu'on peut les encourager. Moi, je crois aussi qu'on peut encourager, on a eu ce débat-là d'ailleurs dans le texte de loi égalité citoyenneté, tout ce qui est, on avait parlé de démocratie locative, on a eu un débat sur les termes. En tout cas, il faut qu'on donne des outils à toutes celles et ceux qui veulent s'emparer de ce sujet. Et le dernier outil, ou le premier, c'est la transparence. La transparence sur les données SRU, la transparence sur les données du DALO, la transparence sur les prix du marché locatif. On parle beaucoup de la transparence, de mettre le numérique au service de la transparence, mais dans le logement, il faut qu'on le fasse totalement. Je crois qu'on est en train de prendre ce chemin, mais il faut aussi qu'on continue à le faire. Je pense même à la transparence des places d'hébergement pour bien montrer la différence entre les territoires, celles et ceux qui s'en occupent et celles et ceux qui ne veulent pas s'en occuper. Tout ça. Et là-dessus, je pense qu'en effet, depuis le ministère, on peut avancer. Et enfin, la transparence sur la discrimination dans le logement. On a nous lancé une vaste et lourde enquête avec le CNRS sur le sujet, qui est très longue parce qu'elle exige un travail qui va durer plusieurs années, mais je pense aussi que là-dessus, il faut qu'on aille plus loin. Merci. Donc, dernière question. Alors, vraiment. Quelqu'un au fond. Voilà. Alors d'abord un rectificatif.
le coût d'un logement, les fonds propres, ça coûte grosso modo à l'Office 64 20 000 € et non 20%. C'est un peu moins que ce que dit monsieur. Et si on met des fonds propres, c'est parce que l'État n'aide pas, donc c'est l'Office qui avance l'argent, naturellement. Ensuite, un logement construit, c'est 1,5 emploi, un emploi et demi, je dirais. Voilà. Le coût du parking, c'est suivant le coût du terrain, naturellement. Et nous avons des collectivités qui nous aident vraiment. Et un autre point qui est très important, c'est le coût du transport. Et à l'Office 64, nous avons mis un critère supplémentaire pour attribuer le logement. Et beaucoup de communes jouent le jeu, notamment Saint-Jean-de-Luz, parce qu'on en a parlé de Saint-Jean-de-Luz à l'instant. Le CCAS travaille très bien sur ce dossier. On évite de donner un logement à 30 km à l'est pour éviter d'aller travailler à 20 km à l'ouest. Voilà, donc ça c'est très intelligent et l'Office 64 joue le jeu là aussi. Très bien. Alors, merci. Donc il n'y avait pas de questions. Merci. Merci de cette intervention qui n'est pas tout à fait une question. Voilà. En tout cas, merci d'avoir animé ce débat. On se retrouve donc dans Jean-Luc dans 20 minutes à peu près. D'abord, 2 minutes. Peut-être remercier nos intervenants. On va remercier nos intervenants. On va les remercier à la manière d'Inconseta et de Bunus. C'est-à-dire que vous allez repartir avec les produits locaux, Idoki, fromage, etc. Je ne sais pas si ça passe au contrôle de l'avion. Enfin, on verra bien. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc je vais vous demander évidemment de remercier nos... C'est facilement détectable à l'odeur. Voilà. De remercier nos intervenants.